Bonjour. Alors, croyez-vous à ça, vous? La médiumnité, la clairvoyance, la vie après la mort et donc l'existence et l'immortalité de l'âme, entre autres choses. Parce que si, mettons, vous doutez encore de ces éléments-là, je commencerai par tout simplement vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à visionner l'entrevue en direct que j'ai faite avec Chantal Villeneuve l'autre jour, et dont je vais mettre le lien dans la description. Et surtout aussi, de au moins jeter un bon coup d'œil au livre, maintenant complet. Il est presque complet en fait. Je vais faire le live et ensuite je vais finir de le peaufiner puis je vais le mettre dans la description d'ici quelques heures. Et dont j'avais mis une première version dans l'entrevue avec Chantal et qui c'est ça, et dont je vais justement beaucoup vous parler aujourd'hui, vous l'exposer, vous le présenter. Mais le principe étant dans tout ça que si on prend, mettons, juste simplement mon entrevue avec Chantal, puis qu'on constate à quel point les preuves qu'il y a autre chose, pour ainsi dire, ils sont tellement nombreuses et percutantes, ben je pense qu'à partir de là, n'importe quelle personne qui est moindrement de bonne foi serait juste censée n'avoir pas le choix d'y reconnaître comme étant authentiques et comme indéniablement révélatrices. Révélatrices de quoi? Si c'est pas du fait qu'il semble manifestement exister autour de nous, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, une forme ou une autre d'énergie qui nous entoure donc et nous pénètre, pour le formuler à la façon comme c'est fait dans Star Wars. Et puis, et qui représente donc un médium, littéralement, hein, donc un canal de transmission pour les genres d'informations que des médiums comme Chantal ou d'autres peuvent recevoir. D'ailleurs, vous remarquerez que les deux premières parties de mon livre, il y a 3 parties, ne constitue en fait qu'une accumulation d'autres témoignages du même ordre, okay, que ce soit au niveau de la médiumnité ou de la vie après la mort, qui viennent juste s'ajouter, bonifier, confirmer ça. Donc le fait qu'on ne parle pas de juste un ou deux cas isolés, puis qu'on pourrait explain away, comme on dit en anglais. Dans la 3e partie, en plus, et ainsi que dans les annexes qui représentent quasiment le 3/4 de l'ouvrage, puis une sorte de 4e partie à part entière, hein, ben, je me retrouve à vous fournir toutes les autres pièces du casse-tête qui sont ici toutes réunies, pour faire du sens avec tout ça finalement, pour essayer d'avoir un début d'explication suffisante et conséquente, là. Et fait que là, c'est sûr que j'aurais pu retravailler ce livre-là à l'infini, mais me faut-il vraiment, à partir de là, tant que ça, vous expliquer, vous décrire chacune, une par une, chacune des interconnexions qu'il peut y avoir entre ces différents éléments-là, tu sais. Notamment, dans les... à travers tout ça, notamment dans les annexes, mais je veux dire, c'est une sorte de fil conducteur dans tout ça. Il y a vraiment... salut, liberté d'association. Il y a vraiment la fameuse notion d'intuition, OK? Qui est un concept, je veux dire, qui ne date pas d'hier, au niveau philosophique, qui a été théorisé depuis des milliers d'années, notamment par Platon, etc. Mais aussi et surtout par Bergson. Comme je dis, je n'irai pas dans les détails, ça ne finira plus. Là. Mon livre est pour ça de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu prends un concept qui semble juste théorique comme ça, c'est juste, bon, encore un philosophe qui a décidé de pelleter dans les nuages, là, ben, ça a bien l'air, après tout, finalement, on dira bien ce qu'on voudra, que ça fonctionne pour vrai à quelque part, cette fameuse intuition-là. Ne serait-ce que si on regarde juste le cas de Chantal Villeneuve, et au moins, là, si vous pouvez juste jeter un coup d'œil dans mon livre, à la première partie, donc, si vous considérez les 2 autres médiums dont j'ai recueilli les témoignages, qui sont au moins aussi renversants et hallucinants que ceux de Chantal. Là,
Donc là, il faut bien qu'il ait pris ça à quelque part, ces informations-là. Puis c'est sûrement pas par la science exacte, comme on dit, empirique, etc. Là. Fait que d'une part, les faits sont là. Et ça prend donc bel et bien une explication à quelque part pour, pour justement les expliquer, non? Donc ça tombe bien. L'intuition, la notion d'intuition est là pour ça. Ça fait des millénaires qu'elle est développée, qu'elle est peaufinée. D'ailleurs, si cette explication-là, elle vous plaît pas, ben alors comment est-ce que vous allez les justifier, en expliquer, en fournir la cause puis le fonctionnement de ces phénomènes-là. Fait que on peut considérer, bon, ça c'est même un peu le principe de base puis de départ de ma démarche, puis pourquoi je fais ça comme ça, que ça revient à constituer une sorte de preuve par accumulation. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très standard au niveau scientifique. Ben justement, c'est beaucoup le vrai propos de ce live-là, de regarder un peu s'il n'y aurait pas un petit problème, en fait, ou plus exactement une petite dérive avec la science elle-même et avec la notion, en fait, de preuve dans notre culture occidentale. Et ce qui d'ailleurs se reflète, puis il y a des implications à tous les autres niveaux de notre société, notamment au niveau juridique. Fait que, exemple, si on prend tous les cas là, extrêmement, là, normalement, assez indéniables là, que je vous présente, même juste avec l'entrevue avec Chantal, ça serait censé être suffisant. Mais ceux qu'on désigne habituellement comme les sceptiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils vont nier ça, dans tous les cas. Ils vont dire rien de tout ça n'est vrai. Surtout, ce qui est d'autant plus absurde, je veux dire, en fait, vous remarquez que ça devient comme une sorte de preuve par l'absurde, de justement l'absurdité de ce raisonnement-là, compte tenu, en plus, que ce que je vous présente n'est évidemment qu'une fraction, je veux dire, une infime fraction de tous les cas similaires qu'on pourrait trouver. Là, on pourrait passer une vie à faire ça, puis en accumuler à n'en plus finir. Là. Surtout si on remonte dans le temps, là, puis qu'on va glaner ça dans toutes les cultures et les pays du monde. OK? On n'a pas fini, là. Fait que, tu sais, eux autres, c'est quoi un genre de raisonnement qui pourrait nous dire, ces fameux sceptiques-là? Ben, j'imagine que ça pourrait se formuler par la phrase en anglais, en bon anglais, donc 100 coincidences do not a fact make. C'est pas. Quand même, tu aurais 100 coïncidences, ça fait pas un fait. Correct. Mais allez donc dire ça à un détective, un enquêteur ou même simplement un officier de police. Hein? C'est de dire, ah ben oui, on n'a pas de preuve que c'est un tel qui a commis un crime, mais regarde, c'est ses traces de pas, c'est son sang, c'est son ci, c'est son ça, les caméras montrent que c'est lui. Tu sais, c'est ou même si tu n'as pas de preuves justement de caméra, tu comprends, s'il y a un paquet d'indices, en fait, c'est justement ça la job d'un policier, de ne pas attendre d'avoir une preuve complètement complète là, du genre qu'on présente en cours pour avoir des soupçons, pour déterminer un suspect, puis pour appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution. Fait que, d'ailleurs, comme j'ai pu le montrer dans le cas de Chantal Villeneuve, les enquêteurs eux-mêmes sont les premiers à collaborer avec des médiums comme ça, de plus en plus, puis depuis un bout en fait, un peu partout à travers le monde. C'est là qu'on voit salut tactique. Puis qu'il y a vraiment une distinction assez majeure et fondamentale à faire entre le principe d'être supposément rationnel et celui d'être tout simplement raisonnable. Parce que là, justement, supposons qu'on reprend le principe du sceptique, puis que pour des fins d'imagerie, là, on va prendre une métaphore qui sont comme qui serait constamment là, on déverserait un déluge littéralement de preuves continuellement sur eux autres, tu sais, comme une rivière, tu sais, comme un égout là, de preuves qui leur arrive dessus, mais tu sais, souvent c'est des preuves de très grande qualité, là. On va dire que c'est comme de l'or puis des diamants là, qui leur arrivent dessus, puis qu'eux autres ils font juste non, je regarde pas, non, niaiseux, ça c'est pas bon, ça compte pas, c'est autre chose qui m'intéresse. D'ailleurs, en cours, c'est justement le genre de choses que j'observe de plus en plus. J'en reparlerai à un moment donné.
Fait qu'on pourrait quasiment en arriver, tant qu'à ça, à la notion qu'un sceptique, c'est quelqu'un qui va en fait systématiquement refuter, refuser et donc nier pratiquement toutes les preuves, même les plus probantes, les plus, je veux dire, les plus valables, qu'on pourrait lui apporter, puis toutes les démonstrations qui pourraient lui être faites. Drôle de mandat, hein? Drôle de but, puis de façon de faire, puis d'objectif. Et tout ça, pourquoi? Parce que la science, ça serait censé se voir basée sur une telle notion, un tel principe que le doute systématique, qui lui-même sera en provenance de certain René Descartes. Alors c'est drôle parce que ce même René Descartes-là était le premier, je le fais justement valoir dans mon livre, dans la section concernée, à tout aussi bien valoriser une telle chose que l'intuition, quasiment à part égale, avec celle du doute. Tandis qu'il était au moins aussi croyant qu'il pouvait être sceptique. Parce que juste après avoir dit je pense donc je suis, en voulant dire ça, c'est la seule vraie chose dont je suis certain, puis on se part de ça. Après, deuxième chose qu'il dit, je crois en Dieu parce que c'est une évidence au niveau parce que mon intuition, mon sens me le dit. Quand tu dis ça, c'est comme une contradiction d'ailleurs, ça semble paradoxal, mais c'est surtout équilibré et complémentaire quand tu regardes ça. Un peu plus... de façon un peu plus intelligente, on va dire, et complète. Mais surtout, est-ce qu'on ne peut pas convenir qu'à un niveau bien de base, bien élémentaire, la notion de confiance en science, elle s'avère au moins aussi fondamentale que celle du doute. Par exemple, tu sais, quand tu étudies dans les sciences humaines comme moi, puis tu fais des choses que des statistiques, tu es familier avec ce qu'on appelle la méthode d'inférence, la notion d'inférence. Ça veut dire que si tu fais un échantillon, tu fais un sondage, tu fais un échantillon. N'importe quel sondage, c'est basé sur ce principe-là. Tu vas dire, ouais, mais c'est pour ça que les sondages sont pas bons. Non, ça ne veut pas dire que les sondages sont pas bons. C'est juste qu'ils sont truqués, puis c'est autre chose. Mais un sondage, là, oui, c'est bon, puis oui, ça a sa valeur, puis oui, ça peut dire des vraies affaires, puis c'est pour ça qu'on peut-être aussi qu'on les utilise encore. Mais évidemment, c'est pas la même chose qu'un référendum, un sondage. Si tu prends un subset, donc un échantillon, tes interviews, ben là, tu vas transposer, tu vas inférer, tu vas assumer que ça s'applique à la population dans son ensemble. Ce qui est un acte de foi, un acte de confiance, techniquement. Tu ne les as pas investigués un par un, non. OK? Pourtant, on le fait, puis oui, c'est assumé que selon certains paramètres, en fonction de certaines façons de faire, on peut faire confiance à ce genre de conclusion ou de démonstration. Là. Au même titre que c'est ça pour les statistiques, mais c'est ça pour n'importe quelle étude qui dit, ben regarde, il y a ce petit twist-là, ce petit calcul-là est toujours fait à la fin, c'est de dire, ben, puisque moi j'ai vu ça, j'ai démontré ça, j'ai observé ça, j'en déduis que, de façon générale, on peut conclure ça. Puis ça, oui, ça peut se discuter, oui, ça peut être faux, ça peut même être falsifié, en fait, par la suite, justement. Puis on peut aussi faire évoluer cette théorie-là, l'approfondir. Mais du moment que c'est fait, puis du moment qu'on dit, ouais, je trouve que ça... Tu sais, il y a un acte de foi, puis d'approbation intérieure que ça suppose, puis que ça vise à faire. Ça cherche juste à l'encadrer, en fait. Puis pour reprendre la notion des statistiques, ben c'est ça, on va dire que, pour encore plus décrire ça précisément, on va dire, ben selon, à 95% du temps, ça serait censé s'appliquer. Fait qu'il y a toujours une marge d'erreur pareil. On voulait dire, ouais, ça se peut que notre confiance, on l'ait placée dans le champ. Mais toute chose étant par ailleurs égale, normalement, il y a la courbe normale qui est censée inclure ce 95%-là. Tu as un petit bout qui dépasse, un petit bout qui dépasse. C'est technique un peu, mais je vous dis, c'est pour dire qu'on s'attend à ce que ça tombe dans le gros de la cloche. Bon, on s'est parlé aussi profond que ça, là, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Là. Mais bon, mais c'est tout un guess, là, ça. Là. C'est toute une assumption. Fait que c'est pas vrai là, que c'est juste du doute, là, puis juste de faire son obtus puis son fermé tout le temps. Là. On fait comme ignorer tout un autre pan de la science. Tandis que, comme je venais de commencer à le dire, du moment qu'on réalise qu'une théorie, les théories en science sont supplantées puis remplacées une après l'autre. Ça veut dire que l'acte de foi envers la théorie, il est non seulement constamment renouvelé, mais redéplacé
À chaque fois, tu dis, ah ben oui, finalement, c'est à cette théorie-là, je fais confiance. Ah ben là, finalement, tu vois, on a évolué, fait que là, c'était à cette autre théorie-là. C'est un peu comme le même principe que moi je suis prof en éducation, tu as toujours une réforme après l'autre qui arrive. Fait que là, on nous demande, ben là, c'est à cette nouvelle façon de faire là qu'on vous demande de souscrire. Mais ça c'est vrai qu'on rentre dans n'importe quoi. Mais souvent aussi au niveau scientifique, c'est ça. Il faut s'adapter assez rapidement. C'est un peu comme si, parce que tu vas faire le parallèle entre la science et la religion tantôt, c'est comme si je vous dis ben, c'est comme si, en fait, là, les religions évoluent plus beaucoup, mais c'était ça aussi pendant un bout dans les religions, là, notamment au niveau chrétien. Là, il y a eu tel concile, ben là, on a décidé que la Trinité, c'est ça, puis qu'on a décidé que l'Immaculée Conception, c'est ça, fait que c'est ça qu'on vous demande de croire, tu sais. Fait que là, alors qu'il y a ce côté dynamique puis évolutif-là à la science, puis qui est un côté ouvert, un côté qui est censé être ouvert, sous-tendre une ouverture, les sceptiques, eux autres, un peu comme des fondamentalistes, assez exactement, hein, qui prennent juste une version restreinte, spécifique, puis il y a juste ça qui existe pour eux. Mais en fait, ils deviennent, on peut les décrire comme étant donc pratiquement imperméables à l'évidence, donc au sens scientifique de la chose. C'est comme ça, toutes les preuves leur coulent dessus comme sur le dos d'un canard. Là, fait qu'on se retrouve donc, je pense, c'est pour le moins qu'on peut se dire, comme on peut le voir, avoir une sorte de petit problème avec la science. Et quel meilleur exemple aurions-nous pu en avoir que ce qu'on a pu voir au niveau de la fameuse COVID? Où est-ce que le spectacle qui s'offrait à nos yeux, c'est celui de la science fermée à la science elle-même? Puisque, plus exact, tandis que pour être plus exact, la fausse science était fermée à la vraie science. Parce que ce qu'on nous présentait comme la vraie science, non seulement ça s'avérait l'inverse, mais aussi surtout la science de l'État et des médias. Fait que non seulement on voit les dérives le genre de dérive que cette espèce d'enfermement idéologique-là peut causer au niveau scientifique, mais comme on peut voir, ça devient tellement juste une idéologie, puis voire même une religion, que ça se comporte de la même façon. Puis c'est d'ailleurs instrumentalisé et repris par, comme dans le cas de toutes les religions, les autorités temporelles, les gouvernements finalement, qui vont dire non, 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 voici ce qu'il faut croire. Rappelez-vous de François Legault qui disait on suit la science. Ah, fait qu'au nom de la science, on rejette la science. Au nom d'une science, on en rejette une autre. Puis donc au nom d'une science de pacotille, genre à la Diane Lamar, on va rejeter une science infiniment plus sérieuse et documentée, genre celle de Didier Raoult. Tu compares le CV de Diane Lamar et celui de Didier Raoult, on n'est pas la même affaire. Donc vraiment, là, pourquoi est-ce que je m'étonnerais, puisque je prendrais ça au sérieux, le fait que des preuves très concrètes, très sérieuses, comme je suis en train d'apporter, seront évidemment pas pris au sérieux par les sceptiques, alors qu'eux-mêmes ne prennent même pas au sérieux des preuves, tout ce qu'il y a de plus scientifique. Souvenez-vous l'affaire du Lancet Gate. Là, il fallait pas croire. Il fallait croire que la chloroquine, c'était pas bon du jour au lendemain. Il n'y a rien de bon là-dedans. Ah, finalement, c'était un faux, puis c'était une arnaque. Leur affaire d'article du Lancet. Là, c'était le cas le plus éclatant. Là. Un médicament qui est prescrit depuis 100 ans, 50 ans. Oh, finalement, non, il est plus bon avec. Fait que là, on voit que là, on n'est plus dans la science du tout. On est dans on peut voir que la science, ce qu'on appelle la science, est en fait devenue une nouvelle religion, et une nouvelle religion d'État, puis avec ses paramètres fondamentalistes, c'est comme façon puis son mode de fonctionnement à ce niveau-là. Et puis que. Puis au même titre qu'anciennement, les vraies religions, exemple, traditionnelles, judéo-chrétiennes ou orientales, ça, ben, c'était basé sur le principe de dire l'injonction de croire. Hein? Là, tu vas crois à ça. Mais la nouvelle religion, c'est ne crois pas. À moins, bien sûr, à part bien sûr pour ce qui est de croire à ce que l'État et les médias nous disent, qui sont donc devenus nos nouveaux prêtres. Fait que, ceci dit, cette espèce de scepticisme-là qui serait, puisque c'est donc le terme qu'on pourrait donner, le nom officiel qu'on pourrait donner à cette nouvelle pseudo-religion,
ben, on pourrait dire que c'est ça, son dogme ou sa thèse principale, c'est de dire surtout ne crois en rien. Donc comme on disait, c'est sois imperméable aux faits. Et puis, on en arrive à ni plus ni moins qu'une religion de la négation. Et de telle sorte qu'on pourrait pratiquement plus parler ici de nihilisme. Fait que là, sous couvert de science et de scepticisme, ce qu'on nous impose au final, c'est d'être des nihilistes. Fait que, fait que du moment où est-ce qu'on en arrive ainsi à une culture du rejet, hein, du déni, de toute étiquette, de toute affirmation, de toute théorie, de tout concept, de tout ce qui est autre que la stricte réalité empirique, là, hein, j'ai mal formulé ma phrase, ok, je me reprends. Fait que c'est ça. Donc, c'est comme si là, avant de formuler ma phrase, je vais prendre un exemple plus clair, ok? En voulant dire que ça ne date pas d'hier, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque, central et profond là, au sein de la science elle-même. Je ne sais pas si vous connaissez un certain philosophe qui s'appelle Hume, H-U-M-E. Là. Lui, il avait vraiment, ça m'avait marqué quand j'étudiais philo au cégep, là, puis qu'il expliquait que lui, il a poussé ça tellement loin, on dirait la philosophie empiriste, là, qui en venait jusqu'à nier justement la gravité elle-même. En voulant dire, c'est pas parce que tu prends une balle puis tu l'échappes 5 fois de suite, 20 fois de suite, 1 million de fois de suite, que tu peux être sûr qu'elle va encore tomber la fois d'après. Vous voyez, il voulait un peu ça revient quasiment à tourner au ridicule, faire une preuve par l'absurde du doute systématique. Puis, donc, en adaptant jusqu'au bout cette vision-là qui ne prend que le doute et ne prend pas la notion de confiance dont je vous parlais tantôt, la contrepartie, là, parce qu'il est censé avoir au doute. La confiance en quoi? Ben, c'est ça, c'est que en quoi est-ce qu'on est censé faire confiance en science si c'est pas à une théorie, hein? Donc à un concept, donc à une construction mentale. Et qui, par définition, ça, c'est... On n'est plus dans les faits, là. C'est vrai ça. Mais c'était pas... C'est dur d'avoir une vraie science si t'as pas ça. Vous voyez? C'est une contrepartie qui est non moins nécessaire et essentielle. Sauf que là... justement, si on prend cette ligne dure-là, puis qu'on... comme ça semble être le cas aujourd'hui, qu'on est qu'on revient à avoir une sorte de culture du rejet puis du déni de toute étiquette, de toute affirmation, de toute théorie, de tout concept, de tout ce qui est autre que la stricte réalité empirique, comme je disais tantôt. Ben, tiens donc, on en arrive ainsi à une culture de la négation. Puis trouvez-vous que ça c'est un drôle d'adon, hein, que ça ressemble pas mal, ça correspond pas mal à ce dont on parle de plus en plus, la fameuse cancel culture, hein, qui revient à dire non, tout ça, c'est pas vrai, c'est pas bon, toutes ces conceptions-là, ces philosophies-là, ces assumptions-là qu'on a pu avoir dans le passé. Puis, c'est ça. Fait que, ce qui revient à nier même des choses aussi fondamentalement scientifiques que le genre. Hein? Parce que c'est ça. Il y a quelque chose de plus central au wokisme que la théorie de l'identité du genre. Fait que là, aussi anti-scientifique que ça va être, ils vont nier ça. Ils vont dire, ah non, c'est pas parce que tu sais, t'as un pénis, t'es un homme, c'est pas parce que, etc. Fait que donc, c'est là que tu vois où est-ce que ça mène. Je te montre quelque chose dans ta face, tu vas le nier. Fait que, autant au niveau du gros bon sens, on a toujours dit, il faut appeler un chat. Ben, que ce soit pour un woke, que ce soit pour un sceptique, que ce soit pour un philosophe comme You, il va dire, non, peut-être pas. C'est pas nécessairement un chat. C'est pas parce qu'il y a des moustaches puis des oreilles que c'est un chat. Tu peux toujours jouer à ce petit niaisage-là à l'infini. C'est pas très dur, un enfant pourrait faire ça. Puis, comme on peut voir, on parle pas vraiment d'un phénomène isolé, mais plutôt d'un épiphénomène, puis
c'est une dérive tout autrement plus globale et fondamentale. Puis même au niveau scientifique, souvenez-vous, Raoul, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, hey, là, il appelait ça les méthodologistes. Si on regarde au niveau de la méthode en tant que telle, c'est comme si c'est une des implications importantes de cette dérive-là, c'est qu'il faudrait on ne peut plus rien affirmer, il faudrait toujours que ce soit juste avec des études longitudinales comparatives. Oui, c'est la méthode la plus forte, la plus robuste au niveau scientifique. Mais ça veut-tu dire que juste ça? Avant, c'est comme si là, le nec plus ultra, puis ce qui était le luxe, c'est devenu la norme, puis sinon on ne peut plus rien dire. Puis en droit, en cours, on a le même, on se retrouve avec la même dichotomie, avec la notion de la preuve hors de tout doute. Ah, ben là, qu'est-ce qui est hors de tout doute? Ça veut dire qu'il faut que ça soit absolu. Ah, si c'est pas, si moindre, il y a moindre petit espace de doute, on peut plus rien dire. Puis, même chose au niveau de ce qui est de la notion de preuve. Ben, tu sais, au même titre qu'avant, il n'y en avait pas de caméra, il y en avait de surveillance, puis il n'y en avait pas d'enregistreuse. Mais les gens faisaient des procès pareils. Là, si c'est pas, si t'as pas une vidéo, si t'as pas ce genre de preuve absolument concrète là, un témoignage, ça vaut presque plus rien en soi, tu sais. Mais de toute façon, je vais revenir un peu à la notion de témoignage parce qu'elle est assez centrale avec le genre de démonstration que je fais là, au niveau du livre. Fait que puis justement, si on prend les démonstrations, les nombreuses preuves et nombreux faits qui sont rapportés dans mon livre, dans les interviews que je vous rapporte, d'autres personnes, la plupart des gens, en fait, inversement, pourraient tout aussi bien dire, ben, c'est évident. On sait bien que ça existe, la clairvoyance. On sait bien que, oui, il y a des fantômes, des cas de fantômes, il y en a plein partout, puis moi, j'ai déjà vu ci, puis ça. OK, mais cela ne fait qu'encore mieux en soi, ne fait d'autant mieux confirmer mon point, plutôt mes points. À savoir que de un, oui, il y en a plein des cas comme ça, puis de deux, oui, on n'est pas censé avoir besoin d'une démonstration par 3.1416 puis un saut d'approbation de tel scientifique ou de l'institution supposément scientifique pour croire et comprendre que c'est vrai. Ces choses-là, ou quoi que ce soit. Hey, c'est comme, comme pour la gravité. Là, quand même que tu me dises c'est vrai, c'est pas vrai, oui, t'as pas de preuve que c'est. Moi, ce que je sais, c'est que si je laisse tomber une balle, elle va tomber à terre. Là, OK? On va partir de ça. Fait que je pourrais résumer ça en anglais par un principe que science has failed us. La science nous a. Nous a trompés à quelque part, sans vouloir nécessairement dire fail, c'est la notion à chier son coup, là. Elle a assez bêché, elle a pris le clos, OK? Pas parce que c'était des mauvais principes, pas parce que la science n'est pas bonne en elle-même, mais là, elle est allée trop. Tu sais, c'est comme tu as le yin et le yang, on va dire. Ben, au même titre que, comme je disais tantôt, au niveau de la science, c'est censé avoir une complémentarité entre la confiance et le doute. Ben là, il y a eu une inversion, il y a eu un déséquilibre, là. Fait que tout ce qui est de confiance, puis tout ce qui est d'intuition, alors que c'est une base de la science, là, vous allez voir la section c'était fait là dans mon livre, parce que ce soit Einstein ou Poincaré, des vrais gros scientifiques, là, on s'entend, ils vont dire que l'intuition, ça avoir un rôle, même au niveau bien de base, bien pratico-pratique sur le plancher des vaches, là, c'est fondamental. Même moi, je l'avais étudié quand j'étais en psycho à McGill. Faut que tu puisses au moins avoir une hypothèse de départ. Mais pour ça, ça te prend un petit bout d'intuition. Là, fait que, autrement dit, c'est ça. Fait on a, tu sais, comme l'humain, c'est toujours ça. Il faut toujours qu'on aille à un extrême. Puis pour se dire, finalement, ben là, il faut redonner un autre coup de balancier pour se ramener de l'autre bord. Ben, on s'entend-tu qu'on serait dû vraiment, plus que jamais, pour ce genre de coup de barre-là, pour redresser la balance des choses. Et qu'en d'autres termes, que diriez-vous que vous ne trouvez pas que là, au règne de la science, ça commencerait à être le début, à être le temps qu'on fasse commencer un nouveau règne qui serait celui de l'intuition, à tout le moins, puis au moins pour dire les choses ainsi. Fait que donc c'est ça, tu sais, puis l'intuition puis la confiance, de la foi, tu sais, puis tu sais, on s'entend, là, je veux pas, je dis pas ça pour la tripe qu'on revienne au Moyen Âge là, puis ce qui était un peu la dérive puis l'extrême inverse là, où est-ce que là, non, faut que tu crois ça, sinon t'es un incroyant, puis comme
les musulmans semblent encore beaucoup dans ce mode-là. Là, on peut-tu avoir un peu d'équilibre à quelque part, tu sais? Surtout que, pour reprendre le cas concret de ces éléments-là que je vous présente, bien, n'importe quelle personne qui est même moindrement sensée et rationnelle est censée en avoir plus qu'assez des preuves avec ce que je vous montre pour dire que, OK, oui, tu as raison, Charles-Olivier, il semble y avoir une telle chose qu'une âme, il semble y avoir une telle chose que la médiumnité, puis donc d'une énergie qui nous entoure et nous pénètre. Fait que, parce que moi, c'est ça la prétention que j'ai dans, à travers cette démarche, puis cet ouvrage-là, dans tout ce que ça peut avoir de plus fondamental et donc de plus gros. Fait que, puis des sceptiques, ben, non seulement ça entrait à quelque part, j'en avais commencé à en parler dans le live avec Chantal, parce que du charlatanisme, il y en a aussi. Puis d'ailleurs, en fait, vous remarquerez, ça se veut un discours scientifique que je fais là. Okay? Je m'adresse au moins autant, sinon plus en ce moment, au côté rationnel et empiriste, si on peut dire, de monsieur et madame tout le monde et des scientifiques eux-mêmes. Mais c'est sûr qu'en ce faisant, oui, je m'adresse aux sceptiques, mais plus exactement aux sceptiques qui sont ouverts. Ouverts à quoi? Ben, à la notion qu'il peut savoir des choses qui échappent à notre compréhension ou aux connaissances théoriques actuelles de la science, ainsi donc, tout en étant ouvert aussi au principe d'en entendre parler ou d'en discuter, d'ouvrir un débat à ce niveau-là. Parce que si on n'a pas cette ouverture-là, autrement, de toute façon, on s'entend que je parle dans le beurre puis je parle dans un mur, parce que c'est en fonction du bon mieux principe, voulant que ceux qui veulent voir verront, puis ceux qui veulent pas voir ne verront jamais de toute façon. Est-ce que c'était pas un certain Jésus qui avait pas dit quelque chose de similaire d'ailleurs? Anyway. Tant qu'à parler de ça, d'ailleurs, avez-vous remarqué que Jésus était le premier à en faire bien gros des miracles, au même titre qu'il pouvait insister beaucoup sur la foi. Fait que tu vois qu'il y avait définitivement en tête, à quelque part, de prouver qu'il y avait une puissance, puis qu'il y avait quelque chose de surnaturel, pour ainsi dire, dans la vie, puis dans sa puissance à lui, tu sais. Puis d'ailleurs, il disait lui-même, il disait, oui, je vous donne des signes, je vous donne des signes. Puis, en même temps, il demandait la foi. Mais il ne demandait pas une foi aveugle. Fait que, tu vois, tu prends juste Jésus, il y avait cet équilibre-là. Ironiquement, c'était pas juste croyez en moi, quoi que, sans que je vous donne des raisons pour ça. Mais il ne faisait pas juste donner des raisons aussi. Il disait là, on ne fera pas nos petits scientifiques obtus, tu sais, là, d'où sa fameuse réplique à saint Thomas. C'est de dire comment il avait dit ça, donc? Ouais, là, toi, tu crois parce que tu as vu, mais moi, j'aurais mieux aimé que tu crois sans avoir vu, tu sais. Autrement dit, il faut en revenir de l'addiction aux preuves, puis que là, cette frigidité intellectuelle-là, que ça nous prend tout le temps rien qu'une preuve. Tu sais, Mané, tu l'as-tu compris le principe? Tu l'as-tu compris le concept? Est-ce que tu réalises que, oui ou non, il y a autre chose que le matériel? Il y a une vie après la mort, blablabla, gna. Fait que, dans un même esprit, autre petite citation qui est dans mon livre, puis c'est... en fait, ça vient d'un curé de la communauté religieuse de l'Armée de Marie à Lac-Etchemin. Puis, vu qu'il y a beaucoup de miracles qui sont associés à... comment elle s'appelle? Marie-Paul Giguère, je pense, qui a fondé ça. On lui attribue même une résurrection, tu sais. Ce qui leur a valu l'excommunication de cette chère super église, qui n'aime pas trop ça, du monde qui font la job. Va traiter d'imposteurs tous ceux-là qui font juste suivre l'exemple de Jésus. Même Saint François est passé proche de ça lui-même. Fait que Saint François, pourtant, qui était un des premiers stigmates, ce qui est assez incroyable aussi. J'ai même mis dans mon livre au niveau des annexes, mais là, ne nous égarons pas. Parce que c'est assez incroyable et invraisemblable en soi. Là, mais tout ça pour dire que le curé à Lac-Etchemin, ce qu'il disait, c'est si moi, j'ai une roche dans ma main, moi, je le sais qu'elle est vraie, la roche. Mais si je te dis à toi que j'ai une roche dans ma main, toi, tu ne sais pas. Tout ce que tu peux faire, c'est décider ou non de croire.
OK? Fait que ce qui revient à ce que je disais tantôt dans la notion d'ouverture puis de confiance qui est censée être inhérente à la science. C'est ça qu'on vous demande de faire à chaque fois. On dit, oh, non, on a fait une étude scientifique. On vous demande de nous croire. Puis je ne dis même pas ça pour ridiculiser la chose, même si c'est vrai que ça peut amener des dérives, on l'a vu dans le COVID. Ah oui, on se fie aux scientifiques. Hein. Mais en même temps, écoute, on va-tu commencer à lire chacun des articles de scientifiques de n'importe quoi qui sort avant de croire? C'est ça, là. C'est que il faut qu'on apprenne à jauger puis à ces deux forces-là, ces deux choses-là, correctement, intelligemment. Mais oui, il faut apprendre à faire cette décision-là intérieure de dire je l'accepte, ce que tu me dis, puis oui, je pense que c'est vrai. T'sais. Bon, fait que pour revenir, pour en arriver au niveau plus méthodologique scientifique, parce que, exemple, quand je parle d'énergie, vous allez voir dans les annexes, il y a plein d'avenues là, qui ont plus ou moins théoriques, plus ou moins pratiques, qui ont été, on parle par exemple de l'orgone ou du vitalisme, qui ont été empruntés, ou du magnétisme, pour essayer de mettre tel nom ou telle explication sur ces phénomènes-là. Puis souvent, ils vont les tester, puis ça ne marchait pas, on va dire. Alors, là, les petits sceptiques, les petits scientifiques vont dire, c'est la preuve que c'est faux, que c'est de l'arnaque, puis c'est du charlatanisme. Sauf que on va juste tout de suite mettre une chose au clair. Là. On va commencer à régler ça. On va régler quelque chose tout de suite. Là. Au pire, là, pas pour rien que j'ai mis les témoignages de Chantal et des autres médiums en tout début du livre. Là, comme fondement, comme socle, là, ce que je vous dis. On peut-tu, rationnellement, sérieusement, okay, intelligemment, avec bonne foi, l'expression est intéressante, la bonne foi, se rappeler et convenir que c'est bien beau de dire de talk bullshit, là, de dire n'importe quoi d'un bord qu'un autre, mais une chose est sûre, c'est que c'est vrai. Comment vous avez expliqué qu'elle savait tout d'avance qu'est-ce qui se passe avec la petite Clara, qu'est-ce qui se passe avec la petite Océane. Je ne veux pas te répéter les indéniables, les innombrables faits qui sont rapportés là. Fait que, OK. Donc si d'une part, il y a ces faits avérés-là, c'est comme ça que je vois ça, puis que je considère ça me semble même une évidence, mais que dans d'autres contextes, avec tel appareil pour mesurer, tu sais, des exemples dans les maisons hantées, il va arriver avec des appareils pour mesurer, c'est-tu vrai qu'il y a ça, qui est un phénomène? On n'a rien vu, on n'a rien mesuré. OK. C'est pas compliqué, mais une chose est sûre, c'est que peut-être bien que tu regardes juste pas à la bonne place. Puis, d'une façon ou d'une autre, retourne faire tes devoirs, mon petit pit, parce qu'il y a de quoi qui clairement ne marche pas dans ton affaire. Peut-être bien que vos petits outils sont juste pas assez bons. Je veux dire, il faut savoir les outils suffisants pour mesurer quelque chose dans la vie, là, si on veut savoir de quoi qu'on parle. D'ailleurs, quand on parle justement de ne pas regarder à la bonne place, il y a quelque chose de bien important que je voudrais vous montrer, puis qui est ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, OK? Le spectre visible, vous voyez, ça, en fond, c'est ce qu'on appelle la lumière, OK? Donc, le spectre lumineux, hein, tout avec toutes les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel, là, puis fâchez-vous pas, dites-vous pas que c'est une affaire de woke, là, c'est pas possible. Les LGBTQ, etc., se sont appropriés ça, qu'il faut les laisser faire. Il y a encore des arcs-en-ciel dans le ciel anyway. Fait on s'entend-tu que ce n'est qu'une petite partie absolument infime de tout ce qu'il peut y avoir d'ondes, OK? Fait que là, déjà, tu vois, après le violet ici, tu as les rayons UV, donc ultraviolets, qui sont eux-mêmes invisibles. Après le rouge, tu as les rayons infrarouges, qui sont aussi invisibles. Là, après ça, tu as les ondes, on va dire, les grandes ondes, ça, c'est des petites ondes, tu sais. Fait que là, tu as les rayons X, les rayons Y, lambda, plutôt. Puis après ça, les micro-ondes, les ondes radio, puis des encore plus grandes ondes ici. Fait on s'entend-tu que... puis ça, tout ça, là, c'est-tu de la matière ou c'est pas de la matière? Je prends même juste la lumière, là.
c'est quoi? On va dire c'est des photons, mais c'est pas de la matière dense, au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a pas de protons, de neutrons et d'électrons. Là. Fait que de deux choses l'une. C'est pas parce qu'on voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Puis c'est pas parce que quelque chose n'est pas strictement matériel, hein, au sens de matière dense, que encore là, ça n'existe pas. Fait que, en d'autres termes, on est constamment traversé d'ondes dont les ondes lumineuses ne sont qu'une partie. Et même la lumière elle-même, hein, vous allez voir dans les annexes, qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est une onde, mais en même temps, c'est une particule qui est le photon. Fait que on peut parler de la dualité de la matière. Fait que tout est toujours beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Puis plus on va creuser, puis plus ça l'est. Puis en plus que là, donc, non seulement juste au niveau des ondes, on est entouré, on en voit juste une infime partie, puis on est dans le domaine qui est pas matériel, mais qui est pas strictement techniquement matériel, pour ainsi dire, mais qui n'est pas moins effectif. Hein? Je veux dire, les ondes radio, ça fonctionne, les rayons X aussi, hein? C'est pas que ça n'a pas des effets, tout comme la lumière elle-même. Mais je veux dire, tu sais, comprenez-vous le principe? Si déjà, là, ça n'est qu'une partie de ce qu'on voit, mais ça serait-tu si étonnant que tout ça, en soi, ne serait qu'une partie de ce qu'on perçoit, de ce qu'on est capable de percevoir avec nos outils, nos instruments actuels? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Sûrement que oui. Mais ce qui est sûr, c'est que les phénomènes existent. Désolé. Oui, la médiumnité existe, on l'a prouvé. Donc, il doit y avoir un vecteur, un médium, quelque chose comme pour que le médium puisse avoir accès à des informations. Puis c'est un drôle de vecteur. C'est pas juste des micro-ondes ou des ondes radio qui permettent de... Non, là, on parle de communiquer avec le passé, avec l'avenir, avec les morts. Écoute, c'est quoi de spécial qui se passe là? Il y a de quoi de flyer qui se passe. On le comprend peut-être pas scientifiquement. Non, on n'a pas tout ce qu'il faut ni pour l'expliquer ni pour le mesurer, mais c'est là pareil. Fait que tu sais, Einstein avait déjà dit à un moment donné, dans les débats scientifiques, parce qu'encore là, on dit la science, mais la science, c'est bourré de débats. Tu sais, la physique quantique, c'est tout un champ qui est d'études, tandis que Einstein, lui, n'était pas dans la même gang, on va dire, dans la même école de pensée, puis c'est Planck qui s'appelle un des principaux théoriciens au niveau de la physique quantique, puis Einstein, ou plus exactement Einstein, puis Bohr, là, qui était aussi dans la même lignée que Planck, ils se comprenaient pas, puis ils s'ostinaient. Puis c'était des bons débats. Là. C'est encore là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On n'essaie pas de dire j'ai la vérité. Or, Einstein il disait Dieu ne joue pas au dé. Mais il faudrait, je suppose, que Dieu se conforme docilement, par exemple, à une petite méthode primitive, pour ne pas dire bidon. Parce que je dis Dieu, parce que, tu sais, si vous n'avez pas vu mon dernier post, je vais le mettre dans la description, là, le post où est-ce que je parle de Dieu, puis où je fais justement ressortir le fait que c'est un terme extrêmement problématique, extrêmement bébé en soi. Là. En fait, la vision qu'on a de Dieu, c'est juste une extrapolation, une évolution, une dévolution, à la limite. En tout cas, je ne sais pas trop, mais tu sais, tu changes le nom, tu changes un peu les costumes, mais en fait, en réalité, c'est Zeus. Donc, on prend la même interprétation ou conception qu'on peut avoir d'un Dieu, okay, des dieux, dans le concept polythéisme. On fait comme je dis, ben là, il n'y a rien qu'un à la place. Mais c'est encore un bonhomme, une personnification. C'est vraiment problématique. Tant qu'à ça, dans le christianisme, quelque chose de tout autrement plus intéressant et significatif qui est amené, qui est la notion de ce qu'on appelle le logos. Vous irez voir dans les annexes là, de mon livre. Mais anyway, c'est bien simple. Au pire, faites juste ouvrir l'évangile de Saint Jean. Puis qui dit au commencement était le Verbe. Là, on parle de quelque chose parce que c'est quoi ce verbe-là? C'est quoi le logos? Puis ça, tu sais, quand tu étudies en théologie, comme je l'ai fait moi-même un peu, quand j'étais à McGill, je m'étais fait un bac pizza, j'avais fait un peu de théologie, un peu de linguistique, plein d'affaires. Vive la culture générale, on va dire. Mais ils vont dire, c'est un bon concept pour mieux comprendre la patente. D'une part, d'un Dieu qui, même au sens de Jésus, était probablement plus un tout
sais, là, donc, ce qui se rapporte plus à ce qu'on appelle le panthéisme. Encore une fois, vous allez les voir dans les annexes. Fait que, tu sais, si on pense comme ça, on se barre sur des trucs comme ça, que tout est dans tout, qu'il y a un esprit qui est dans tout, puis qu'en plus, on fait lien avec la fameuse notion d'énergie, là, de force qui entoure une planète, ben là, OK, peut-être qu'il y a comme un esprit à cette énergie-là. Mais là, sûrement qu'on parle à des niveaux encore plus subtils, qui vont toujours en se subtilisant de plus en plus. Tu pars du vrai Dieu, du vrai logos initial, jusqu'à l'énergie lui-même, tu sais. Fait que là, nos petites ondes, puis alpha, puis tout, puis bêta, ça se peut que ça soit très, je veux dire, très, très grossi encore comparé à ça. Et tandis que si ça a une intelligence en plus, ben là, lui, peut-être qu'il se manifeste juste quand ça y tente, puis comment ça y tente. Là. Il n'aura pas faire fonctionner, faire exprès pour dire, ah, les petits scientifiques, vous voulez me mesurer, ben, je vais me prêter à vos expérimentations. Bon, un autre élément que je veux amener, c'est la fameuse question des témoignages. Parce que là, ils vont me dire, les sceptiques, je les connais, là, hein, on fait l'avocat du diable, on dit, ben oui, ça vaut rien, tes affaires, Charles-Louis, c'est juste des témoignages. OK. Sauf que, prenons le cas en cours, ou dans les sciences sociales, les sciences humaines. Un témoignage, en bonne partie, je veux dire, peut, jusqu'à un certain point, être considéré comme un fait, ou plus exactement, comme une donnée de base. Oui, après ça, il faut la corroborer. Mais, sauf que la corroboration, là, si tu regardes le genre d'affirmation que je suis en train de faire, c'est pas tellement dur de corroborer ça. Parce que là, on peut trianguler la chose. Il y a une... tu sais, il y a plein d'autres, il y a plein d'éléments différents qui nous mènent vers la même chose. Premièrement, là, je prends les témoignages d'un médium, prends les témoignages d'un autre médium. Après ça, tu prends les différents départements que j'amène. Pas juste la médiumnité, tu as la vie après la mort, tu as tout ça. Fait que là, ça commence à faire une forme de corroboration. Mais si on veut parler en termes plus strictement, on va dire, scientifiques pareil, bien, regardez, je vais tout de suite nous amener à la dernière section de mon livre, OK? Puis qui sont les hyperliens. Mais là, comme vous allez voir, là, il y en a des affaires, là. Prenez le Rice Experiment, là, les 3 bols de riz. Là. Vous pourriez cliquer là-dessus. Tu prends un bol de riz, tu lui dis I hate you. Tu dis des niaiseux, gros compte, ça, n'importe quoi. Tu prends un autre bol de riz, tu lui dis je t'aime. Puis un autre bol de riz que tu lui dis rien. Ben, lui, tu lui envoies de l'énergie négative. Il va pourrir plus vite. Lui, que tu vas y envoyer de l'amour, il va... après 2 semaines, il va quasiment être encore bon. Puis lui qui est neutre, que tu n'as rien fait, il va être so-so, il va être moitié-moitié. Ça, c'est tout, tu vois, des articles là, qui cherchent exactement dans la même ligne que ce qu'elle essaie de faire, à aller chercher là, une sorte de point de convergence entre la science et la médiumnité. Là, tu as les expériences du même scientifique là, japonais, là, le docteur Masaru Emoto, mais au niveau de l'eau, tu sais, la mémoire, les émotions, donc les traces que des vibrations, que telle émotion peut faire dans l'eau. Là, ici, c'est au niveau des abeilles. Ça, c'est toutes les preuves de vie après la mort, notamment au niveau des expériences de mort imminente. Bon, ça, c'est au niveau de la résurrection du Christ. Ça, c'est des témoignages qui semblent être des témoignages de résurrection. Là, ici, c'est tout... ça, c'est encore... c'est plus au niveau des fantômes, là aussi. Là, ici, tu as tous les miracles. OK? Puis ici, tu as quand je parlais de l'intuition. Les miracles, ça, c'est une autre affaire intéressante parce que... puis, tu sais, comme vous pouvez voir, même si
traditionnellement, surtout l'Église catholique qui compile les miracles, mais là, la plupart des bonnes compilations qu'il y a là, ont été faites en anglais, donc au sein de l'Église protestante. Fait que c'est des deux églises qui se supportent quasiment l'un l'autre à ce niveau-là. Là. Puis on pourrait penser, ben oui, l'Église catholique, oui, n'importe qui va être ils ont intérêt à dire à prouver tous les miracles qui passent, mais c'est exactement le contraire. En fait, c'est extrêmement difficile de faire appliquer. On va dire qu'ils sont très scientifiques et même très sceptiques dans leur approche, l'Église catholique. Là. C'est bonne chance de te faire approuver un miracle. T'sais. Puis il y en a plein pareil. Fait que, qui passent à travers tous les mécanismes de ouais, on n'est pas sûr. Même chose au niveau du paranormal, là, des parapsychologues qui vont. Prends là, ça que j'ai mis là, le Ed et Lauren Warren, c'est tout du monde qui vont essayer d'avoir une démarche scientifique. Ils vont pas juste dire, bah oui, ta maison est tentée, c'est sûr, je te crois. Ils vont commencer par assumer que c'est un canular ou que c'est un coup monté, etc. Fait que c'est pas. On parle pas de rien non plus. Fait que, moi, écoute, si c'est pas une façon de corroborer, déjà, plus tout ce que vous allez voir d'autre en annexe, tu comprends-tu? C'est ça, j'essaie de dire. C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes notions qu'en science que j'applique, mais d'une façon différente. Au même titre que là, regarde, si les témoignages, que ce soit en cours, que ce soit dans les sciences sociales, on va leur accorder une plus grande importance là, qu'en sciences pures, on va dire, en sciences juste de la nature. Puis même là, ça en fait des débats. Là, parce qu'on voudrait juste, à cause de ce courant sceptique et ce courant matérialiste-là, prendre tout le temps juste des mesures vérifiables, juste matérielles. Mais c'est non. Puis ça, c'est un débat, puis c'est des contre-arguments qui sont donnés en sciences elles-mêmes aussi. Mettons, en sciences politiques. Est-ce que la science politique, c'est une science ou pas? La science, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est toutes sortes de connaissances. Mais il faut que tu aies des méthodes qui soient appropriées au type de connaissances en question. Pour étudier les sciences politiques, c'est quoi? Là? On va aller étudier les atomes puis les cellules dans le cerveau d'un politicien. Ça rime à rien, ça veut rien dire. Donc oui, des témoignages en sciences humaines, ça a déjà une valeur beaucoup plus grande. Là, on dit, ouais, mais là, t'es pas des sciences humaines, t'es autre chose. Oui, justement, on parle d'ouvrir un autre champ de recherche, même si c'est pas de contribuer à l'ouvrir, de continuer à l'ouvrir. C'est un peu plus ça les chances de la démarche actuelle, parce que je fais juste continuer sur le chemin de bien d'autres personnes avant, puis me tenir sur l'épaule de géant. Mais c'est ça, on peut juste faire une méthode qui convient, qui est adaptée. Au même titre que la méthode scientifique en tant que telle est censée, d'un, évoluer, puis de deux, se diversifier en fonction des différents champs d'études en question. Parce que si les théories scientifiques sont censées être souples, sont censées être adaptables, sont censées être évoluables, puis d'ailleurs on les fait évoluer, normalement ça devrait être ça pour les méthodes aussi. Fait que tout cela étant mis ensemble, on commence, je pense, à avoir tout le contexte puis le suffisant pour non seulement affirmer ce que je m'en vais affirmer, mais donner la crédibilité, soit plus précisément que clairement, il semble y avoir dans l'univers une matière et en même temps une énergie qui échappe à notre compréhension actuelle, mais qui n'en est pas moins là, et qu'on pourrait d'ailleurs mettre en lien avec la notion d'antimatière ou de matière noire. OK? Vous irez d'ailleurs voir les articles que j'ai mis à cet effet-là dans les annexes. Non pas pour dire que c'est ça l'explication à tout, puis voilà, c'est juste ça, puis c'est rien que ça, puis c'est ça spécifiquement, mais c'est peut-être un début d'explication. Tout ce qui est dans les annexes, c'est des débuts de différentes pistes qui mènent vers un même élément central, comme des différents rayons d'un même soleil. Là, puis, juste pour finir cette première section-là de mon live, deuxième, désolé, mais puis pour vous montrer comment que même en sciences, même et notamment en sciences hardcore, en sciences bien physiques, là, en physique en fait, plus tu creuses, plus c'est compliqué. Plus tu essaies de comprendre, moins tu comprends. OK? De un, je vais retourner un peu dans les annexes, là. Je vous suggère vraiment, j'ai d'ailleurs mis en premier, là,
de commencer quasiment dans les hyperliens par visionner ce documentaire-là. Là. Il est en français aussi. What the bleep do we know? En voulant dire What the beep do we know? Qu'est-ce qu'on sait pour vrai, là, tu sais, là, au bout du compte. Puis, juste pour vous résumer un peu la patente fondamentale, la thèse centrale un peu dans tout ça, ou plutôt la preuve centrale, c'est comme ils disent, si on prend juste la fameuse théorie de base qu'on nous a donnée, là, c'est au niveau de la structure même de la matière, hein, c'est qui est là, on va appeler ça la théorie atomiste, hein, c'est que ben oui, c'est un atome, puis c'est ça, puis c'est rien que ça, puis c'est aussi simple que ça. Ah oui? Ah oui. On va revenir tantôt. Mais un atome en soi, déjà, c'est quoi? C'est pas une chose, c'est plusieurs. C'est au moins 3 éléments, un proton, un neutron, un électron. Ben, jusque-là, ça semble simple. Puis là, on a des choses qui sont très concrètes et matérielles. Comme un petit grain de sable, un électron. Hein? C'est de la matière, là, oui. Ah oui? Mais en fait, croyez-le ou non, mais quand tu essaies de mesurer avec des appareils, ces choses-là, tu te rends compte, à ta grande surprise en tant que scientifique, que l'électron en question, là, des fois, il est là. Des fois, il n'est pas là. T'sais, des fois, il apparaît, des fois, il n'est pas là. Puis des fois, il apparaît pas. Mais le potentiel, l'énergie, on va dire, est toujours là. T'sais, vous voyez le même genre de contradiction que en optique qui ont remarqué au niveau de la lumière, puis ça fait longtemps, là, ça. Là, c'est quoi? Je sais pas si c'était Blaise Pascal ou Galilée qui avait trouvé ça en premier, là, ou Descartes, mais ou toutes ces réponses. Mais c'est de dire, hein, OK, d'un sens, c'est une onde, mais d'un sens, c'est une particule. C'est comme deux choses en même temps. T'sais. Fait qu'on va voir, la physique quantique, de par sa complexité et toutes les questions qu'elle laisse sans réponse, illustre en elle-même, on ne peut mieux les limites du savoir actuel quant à la structure et à la nature même de la matière, ce qu'on appelle la matière, et ouvre ainsi la porte à d'autres perspectives pour ce qui est de conceptualiser et comprendre celle-ci. Autrement dit, que ce soit au niveau de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, comme si on prend exemple là, la théorie de relativité d'Einstein, c'est comme... c'est ça, ils ont chacun leur champ de compétences. Hein, la physique quantique va être plus au niveau de l'infiniment petit, puis Einstein et sa relativité plus au niveau de l'infini grand, grosso modo. Là. Plus tu fouilles, puis plus ça finit plus, là. C'est comme un rabbit hole, là, comme un terrier du lapin blanc. Là. Fait que tu suis un processus, mais tu sais jamais où est-ce que ça te mène, puis ça mène toujours vers autre chose. Comme des quand tu regardes, tu mets mettons, un miroir ou un cellulaire devant un miroir, puis il y a une... il y a un nom à ça, j'ai oublié, là, mais c'est comme un dégradé là, où est-ce que tu vas d'une image à l'autre, ou d'une représentation à l'autre. Bon. OK. Là, où est-ce que je voulais faire? Ce que je voulais faire dans la deuxième partie du live, c'est vous montrer mon livre un peu. OK? Mais pas tout, là, on s'entend. Là, c'est... En fait, je voulais surtout commencer par vous montrer la table des matières. Fait que, comme je vous disais, la première partie ici, c'est vraiment des témoignages absolument hallucinants, on va dire. Hein? Tu sais, du genre que tu es censé reviser tes conceptions scientifiques et plus globalement de la vie une fois que tu as vu ça. Okay? Fait que donc, ça, c'est ça. C'est comme une bonne entrée en matière, on va dire. La deuxième partie, puis regardez, on parle, je l'ai appelé, c'est d'autres témoignages attestant l'existence d'une énergie universelle. Dans la première, c'est encore des témoignages se rapportant plus spécifiquement à la médiumnité ou une forme ou une autre de médiumnité. Ici, c'est plus ce que j'appelle d'étranges intuitions, donc des formes un peu plus subtiles, on va dire, de médiumnité. Là, ici, on rentre dans la notion de la vie après la mort, donc tous des témoignages, on va dire, d'apparition, etc. Ici, ben, c'est encore un peu du même titre, mais là, c'est comme c'est ce qui semble des expériences qui tendent à suggérer l'existence d'entités pouvant se voir décrites comme les esprits de la nature. Elle me dire que je vais loin, mais là, c'est pas de ma faute. Puis ça, c'est rien qu'un début, là. C'est rien ce que moi, j'ai pu compiler en recueillant pendant des décennies, pratiquement, des témoignages de toutes sortes de monde. Là, ici, là, on est plus au niveau de ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Pouvoir de l'intention, là, encore là, si on va dans les hyperliens,
il y a ce livre-là, ou ce film-là, qu'on appelle le Secret, là, que ça pourrait être bon que vous visionniez. Là, je ne peux pas tout dire en même temps, mais de toute façon, c'est le fun. J'ai pas besoin de tout faire en même temps. Il y a plein de travail qui a été fait avant moi. Bon, les annexes, ben là, les hyperliens, je l'ai déjà montré un peu. Les annexes, ça, c'est la partie centrale du... C'est comme là, le livre, dans le moment, il y a 258 pages. Des pages d'ordi, puis ça va s'agrandir parce que j'ai pas encore fini. Là. Fait que quand ça va s'approcher de 300 pages, puis peut-être que 3/4 de ça, c'est des annexes. Mais là, ça me dit, ouais, c'est ça, 5 un paquet d'annexes. Ben, juste la partie qui n'est pas des annexes, c'est quand même assez long, là, en tant que tel. Là, c'est peut-être 40-50 pages, mais des pages d'ordi. Puis de toute façon, je fais pas une compétition là, de c'est quoi le plus gros livre, puis je veux dire, ou tu sais, j'ai rien à dire si c'est à part des annexes. Lisez-le, la partie qui est juste de moi, là, donc les vraies 3 premières parties officielles, puis vous allez voir que j'ai pas besoin d'en dire plus que ça, c'est déjà assez révolutionnaire et complètement comme assez puissant en soi, là, pour moi qu'on puisse dire. C'est comme assez novateur, mettons. En même temps, je fais rien que théoriser, essayer de, surtout à travers la partie 3, qui est la plus importante, justement, sur qu'est-ce qui est déjà là, sur ce qui, à mon sens, sont des faits d'hier. Fait que là, ici, tu as au moins une tentative d'explication pour prendre en compte ces faits-là, puis aussi pour ce qui est d'apporter des révisions et des corrections, aussi majeures que fondamentales, à ce qu'on peut appeler la méthode scientifique en tant que telle. Fait que, là, dans le fond, ce que je voudrais faire, on peut dire que c'est la 3e partie du live, là, mais c'est sans vous le lire au complet, mais au moins vous donner un aperçu de cette fameuse 3e partie-là du livre, qui est ma thèse centrale, OK? Parce que je sais que vous ne le lirez pas de façon, puis bon, c'est au moins donner un petit aperçu comme ça. Pour commencer, ben, quand vous voyez, c'est ici, fait que là, une belle petite citation en partant. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Fait que là, je vais aller plus en mode, on va dire, télégraphique, là. Parce que c'est déjà écrit, là, mais bon. La première section, la première sous-section, je décris mes notes que j'ai prises sur une vidéo sur YouTube, mais que j'ai pas réussi à retrouver depuis, là. Et où est-ce qu'il parle de l'effet Casimir, OK? Puis qu'en fonction de ça, il montre, il explique qu'on n'est même pas capable, en fonction des modèles théoriques actuels, de prédire exactement quelle attraction il peut y avoir entre 2 simples plaques de métal. T'sais, parce que en science, il est censé avoir 4 forces fondamentales, OK? La gravitation, la force électrique forte, la force électrique faible, puis la force... non, la gravitation, la force électromagnétique, la force atomique forte et atomique faible. Je me souviens bien. Alors que un des buts de la science, c'est d'unifier ces 4 formes-là. Ce qui, encore une fois, va pas mal dans le sens de ce que j'essaie de dire aujourd'hui. Et mais pour en revenir à cette notion d'attraction-là, on va dire, la loi d'attraction, c'est censé être celle de la gravité. Mais là, on n'est pas nécessairement... Elle n'est pas assez bonne, cette loi-là, pour prédire clairement l'attraction entre 2 plaques de métal. Et ça en raison d'une énergie qui sert à toute fin pratique la même que celle qui est mise en cause dans le mouvement d'expansion de l'univers. Et donc, ce qu'on appelle l'énergie du vide. Fait que vous allez voir ma section sur Einstein, là, dans le livre, parce que c'est encore là, c'est la même affaire, c'est le même principe. Lui, quand il a fait sa loi de la relativité, il dit, ouais, mais là, il manque un élément. Il a appelé ça la constante lambda un premier temps, puis ça a été retravaillé par la suite, puis c'est là qu'il a amené aux notions d'antimatière et de matière noire. Mais autrement dit, il y a quelque chose, il y a un élément qui manquait à sa compréhension puis à ses explications. OK? Puis là, on commence un petit peu plus à comprendre, mais fait que déjà, tu vois que ça, c'est une piste d'un genre d'énergie qui n'est pas encore couvert par la science actuelle. Dans la même vidéo, ben, vu qu'il faisait même la référence à Star Wars, donc à la notion d'une force unifiée, ben, ils vont dire, ben là, on ne peut pas prendre ça, il faut qu'on discarte ça, parce que ça revient à faire
ça revient à faire intervenir au moins 2 des 4 forces fondamentales. Fait que, tu vois, des paradoxes, là, quand je parle de dogmatisme, là, puis de la science prise comme une religion, fait que ça revient à dire qu'il faudrait refuser d'emblée une telle ou telle possibilité scientifique juste parce que la science n'est même pas encore rendue pour petite à être capable de fournir un cadre théorique suffisamment fort pour l'expliquer. Fait que là, ça montre une contradiction, là, puis il y a une question à se poser, c'est que le but en science, est-ce que c'est pas d'accroître notre compréhension de ce qui peut être observé, ou de simplement s'intéresser à voir dans quelle mesure ce qu'on peut voir peut s'interpréter en fonction des mesures, des modèles théoriques actuels. Puisque si ça peut pas, ça fit pas dans notre petit moule, dans le petit modèle, ben on le discarte, tu sais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une tendance lourde dans la science de façon globale, d'ailleurs. T'sais. Alors que si on prend quelqu'un comme Einstein, il est en fait le premier à reconnaître et préciser que ce qu'on a actuellement comme connaissance humaine et scientifique, ce n'est qu'un pratique un petit rayon dans l'immense, voire l'infinie bibliothèque du savoir qui nous reste encore à découvrir. Fait que, donc c'est ça. Fait que si d'ailleurs on continue avec le cas d'Einstein, puis qu'on prend sa théorie de la relativité générale, on constate que son mérite principal, c'était justement réussir à intégrer et harmoniser 2 lois physiques jusque-là incompatibles. Soit celle de la gravité dans les plus grands ensembles, puis celle qu'il a décrite dans des ensembles plus restreints. Fait que c'est un exemple. Fait que en soi, c'est un excellent exemple du genre de pas qu'on peut faire à la science. Ce qui nous rappelle en soi que ce n'est justement que pas à pas qu'on peut la faire avancer. T'sais. On ne va pas juste se borner à dire on n'est pas rendu là, donc c'est pas bon, c'est pas vrai. Ce qui est vrai n'est que ce qu'on peut présentement expliquer. Fait que dans l'autre section, je vous explique, c'est bien beau de faire des théories, mais ça veut-tu dire qu'il faut en faire un dogme? Parce que c'est quelque chose qu'on constate souvent en science. Prenez la théorie de l'évolution. Là, il faudrait que tout puisse toujours se ramener à celle-ci puis à s'expliquer en fonction d'elle. C'est la même chose au niveau de la relativité. Il faudrait que là, il faut que ça puisse rentrer dans le cadre théorique à Einstein, sinon c'est pas bon. Fait qu'on voit que les théories scientifiques sont plus traitées comme des dogmes. C'est ce qui d'un est pas seulement problématique puis devrait nous faire un warning sign, mais ça devient un obstacle au genre au genre de faits et d'affirmations que j'essaie d'amener aujourd'hui. Là. C'est ce stumbling block-là que j'essaie d'enlever, en fait. Un autre principe que je vais amener, c'est celui que beaucoup trop de bruit, c'est comme un peu beaucoup trop de bruit pour rien. Exemple, si on parle de cas comme Jésus ou de Bouddha, là, qui parce qu'il y a des perspectives historiques à avoir là-dessus. La science étant aussi une histoire, l'histoire étant aussi une science, je veux dire, il y a bien des historiens qui sont pensés sur ces cas-là, puis ils vont dire, on ne peut pas spéculer ou imaginer que des religions aussi puissantes, aussi widespread, là, aient parti de rien. Dans un sens similaire, pour ce qui est notamment des actes surnaturels de Jésus, puis de toute la tradition des miracles, ça n'étant suivi au sein de la chrétienté, plus particulièrement de l'Église catholique, est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose? Il faudrait assumer que c'est tout beaucoup de bruit pour rien, puis que c'est pas. Oui, il y a de la fumée, mais il n'y a pas de feu, tu sais. Puis surtout tant qu'à cela, s'il faut encore une fois rentrer dans ce mode de négation-là, il faudrait assumer que tous les rapports d'événements, d'innombrables rapports d'événements, faisait référence à des apparitions surnaturelles et notamment à des esprits de défunts, que, c'est tout beaucoup de bruit pour rien. Fait que depuis la nuit des temps, depuis les périodes les plus primitives anciennes de l'humanité, on fait référence à différentes formes d'esprit, que ce soit ceux de la nature, que ce soit ceux des morts, que ce soit des dieux, et des déesses, alouettes. Puis, mais
Puis il y a de la magie. Hmm? Puis non, non c'est pas vrai. Mais là, une chose est sûre, hein, au niveau de la magie, c'est intéressant que j'amène le sujet, parce que vous remarquez que quand on parle de médiumnité, ou autrement dit de clairvoyance, hein, de préscience, c'est assez exactement des genres de dons, hein, des genres de pouvoirs que plus traditionnellement, on allait tout simplement qualifier avec un autre terme, peut-être un peu plus, qui a le mérite d'être un peu plus simple, puis un peu plus aussi glamour, qui est celui de magie. Fait que là, déjà, ça voudrait dire qu'on aurait les preuves que là, il y a au moins certaines formes de magie qui existent. Tandis que si encore là, on reprend la compréhension de dire, ben oui, ben là, on dirait que tout ça sous-tend qu'il y ait une énergie qui nous entoure et nous pénètre, ben là, ça permet aussi de légitimiser ou de complètement donner de la crédibilité aux autres formes de magie. Tu sais, on dit la magie noire, exemple, là, tu prends une figurine puis tu la en vaudou, là, puis tu vas la mutiler parce que tu dis que tu fais une analogie, finalement. C'est un principe de base en magie. Une analogie entre cette figurine-là et la personne que tu veux détruire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire de la magie noire. Au contraire. Mais, exemple, si quelqu'un veut faire de la magie blanche, parce que, encore là, quand on parle de pouvoir de l'intention, là, puis comme de ce qui est décrit dans le film Le Secret que j'ai mis en hyperlien, ben c'est quoi si c'est pas exactement la même chose qu'anciennement qui était de la magie? Tu sais, qu'on parle du principe de faire un fil d'amour ou de dire, de visualiser à telle personne, je veux qu'elle m'aime, ou même chose au niveau de la richesse, de dire, ben, je visualise que je vais gagner ça, que je vais gagner millions. Puis de dire, ça ne marchera pas tout le temps. Non, non, c'est pas ça, mais, tu sais, ce qui est sûr, c'est que là, avec ce que je vous dis aujourd'hui, tous les éléments théoriques, puis tous les éléments même factuels sont là pour dire que oui, il y a une probabilité que ces choses-là soient, même plus que probables, puissent être réelles, tu sais. Ça ne veut pas dire que c'est garanti. C'est comme la médiumnité. C'est pas parce que ça existe que n'importe qui peut être médium puis que là, tu vas avoir accès à tout. Il y a une capacité à développer. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, si tu comprends que là, au même titre que notre esprit, notre cerveau peut manifestement chercher des informations par la médiumnité dans je sais pas trop où, hein, en spiritualité, on va aller des fois des annales akashiques. Ben, là, on peut recevoir, mais on peut clairement, pourquoi on ne pourrait pas aussi émettre? Puis surtout qu'on en a plein de démonstrations je suis moins été là-dedans au niveau de mon livre, mais de l'effectivité potentielle de ça. Même dans la petite section des coïncidences, ça ressemble pas mal à ça aussi, là. Fait que dans ce sens-là, t'as pas vraiment besoin nécessairement d'une figurine, t'as pas vraiment besoin non plus d'un autel, hein, comme en religion, ou une croix pour prier. Prier, c'est quoi? C'est pas la même chose que de manifester son pouvoir de l'intention. Mais on peut se dire que c'est quelque chose qui est un accélérateur, comme un bâton de sorcier. Tu sais, c'est que tu prends quelque chose de matériel pour juste canaliser, pour concentrer ton pouvoir d'intention et d'énergie sur quelque chose que tu veux. Et si, par exemple, c'est un autel, c'est la Vierge Marie qui est présentée, bien là, tu canalises, puis tu t'adresses à cette forme-là d'énergie, puis de divinité-là, puis tu lui demandes de faire un miracle, on va dire, tu sais. On peut parler de miracle, mais on peut tout aussi bien parler de magie blanche. C'est 4,30 sous pour une pièce, c'est différentes façons de décrire la même chose. OK? OK. Alors, on continue. OK? Après cette petite digression. Encore une autre. En m'adressant aux sceptiques, OK? J'imagine que là, toutes ces choses-là, toutes les choses qui sont rapportées dans le livre, vous allez évidemment chercher à n'attribuer à ça que des causes dites naturelles. OK? Et ce, nonobstant l'invraisemblance, n'est-y voir se reproduire des événements dont la probabilité intrinsèque sera en principe infime. C'est quoi la probabilité? Si on prend chacune des disparitions réglées par Chantal Villeneuve, exemple, je vais prendre que cet exemple. C'est quoi la probabilité? Elle est infime. C'est une sorte de miracle en soi. Ben, là, ils vont essayer d'expliquer, d'explain away, comme ça en anglais. C'est parce que là, il y a une coïncidence. Ah oui, ce qui est tellement plus crédible, plus logique, puis tellement scientifique. Hein? C'est comme... c'est pas mieux qu'avant, quand je veux dire, quand
c'était le contraire. C'était l'Église qui disait ah non, tes observations à Galilée puis Copernic, c'est pas vrai parce que ça rentre pas dans notre modèle théorique à nous. On va te dire n'importe quoi pour te contredire, parce qu'on n'aime pas ce que tu dis. C'est du même ordre, là. On n'est pas dans le domaine du rationnel, on n'est pas dans le domaine du logique ici, là. Puis à plus forte raison, si on considère que c'est pas un élément, c'est que des événements comme ça, t'en as pratiquement une infinité. OK? Fait que déjà que la probabilité de chacun est pratiquement nulle, ben, la probabilité de répétition de tels événements est encore moins probable, est encore plus nulle. Du moment que ces événements-là se reproduisent puis qu'ils se constatent à une plus grande échelle. C'est quoi la probabilité? Comment ça se fait que Jean Villeneuve continue de régler des disparitions, là? On ne sait pas. Ben ouais, puis c'est pas la seule, puis il y a plein d'autres cas, puis ça, c'est en parler de la vie après la mort. Tu sais, ça fait... Tu comprenez ce que je veux dire? Ça fait vraiment de l'infinité de preuves, là, dont chacune est techniquement, en principe, impossible. Puis ça finit plus. Tu sais, fait que d'où vous provient une telle certitude que c'est pas vrai? C'est pas d'un dogme, de votre dogme, de votre religion à vous, qui est, on va dire, d'une part, justement, le négationnisme, le nihilisme, et d'autre part, l'athéisme. Vous avez dit que ça... Vous avez postulé, vous avez décidé que il n'y avait pas de Dieu. Fait que c'est comme... Faut vous rendre compte ça, que tout rentre dans votre petite théorie à vous. T'sais. Fait que... je sais pas si vous voyez, justement, le contraste entre la vanité des sceptiques actuels versus l'humilité de vrais grands scientifiques comme Einstein ou comme Newton. Donc, comme les plus éminents des scientifiques, ou comme Francis Bacon, comme je l'ai montré tantôt, puis qui eux, ont non seulement toujours cru en Dieu, mais qui ont toujours une forme avancée de Dieu qui ressemble pas mal à celle que je décris dans mon livre. C'est pas juste le bonhomme dans son nuage. Puis qui représente donc un peu pour eux autres l'ultime forme du surnaturel. Fait que pour eux, la science était des vrais scientifiques là, de ligue majeure. La science n'a jamais été vue comme étant nécessairement incompatible ou réconciliable avec la notion que certaines choses puissent échapper à sa propre compréhension. Fait que là, j'emmènerai d'ailleurs ici la métaphore de la bibliothèque d'Einstein, en fonction de laquelle, comme c'est juste une infime partie du savoir possible et donc de tout ce qui reste à découvrir, bref, de tout ce qui existe, qu'on sait. Parce que ces thèmes exacts étant, l'esprit humain n'est pas capable de comprendre l'univers, nous sommes comme un petit enfant entrant dans une énorme bibliothèque. Fait que vous voyez comment cette humilité-là, justement, peut contraster avec l'attitude vraiment là, arrogante et condescendante, sans pour autant avoir une quelconque base logique et scientifique pour se faire. Des sceptiques modernes qui vont dire que si quelque chose n'a pas été découvert par la science, cette chose ne peut... C'est comme s'ils assumaient que cette chose-là, à cause de ça, ne pouvait tout simplement pas être possible. Alors que si quelque chose se situe... le pire, c'est que c'est même pas scientifique de dire ça. C'est une contravention à un principe de base de la science, qui est celui de dire que l'absence... Je vais le formuler, c'est comme ça qu'on l'avait enseigné quand j'étais à McGill. On disait l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. C'est pas parce que tu n'as pas de preuve de quelque chose que ça n'existe pas. Okay? Ça, c'est juste de la grosse science de base, la science 101. Là. Fait que d'ailleurs, dans le même esprit, le fait de reconnaître une théorie comme étant valide garantit d'aucune façon que la théorie en question corresponde exactement à la réalité. Fait que la dernière chose, autrement dit, que devrait se permettre un scientifique, c'est de prétendre qu'il connaît quoi que ce soit de façon complète et totale. Parce qu'au contraire, la vraie bonne attitude scientifique devrait s'inspirer de celle de Socrate qui disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Et de telle sorte que le vrai travail scientifique, ça serait de se limiter à humblement et strictement communiquer les observations qu'il a pu faire au sujet d'un phénomène quelconque, puis expliquer son fonctionnement à travers la formulation d'hypothèses, montrer les preuves qui permettent de considérer cette hypothèse comme étant valide. Et tandis qu'encore là, la validité d'une telle hypothèse peut être vraiment interprétée comme étant un constat. Ah oui, mais c'est ça. Mais avant de partir sur autre chose, je veux dire, tu sais, comme
pour en venir à la notion de l'absence de preuve et la preuve d'absence, c'est ça. C'est autrement dit, tout ce que tu es censé pouvoir prouver en science, c'est des choses positives, pas négatives. C'est pas juste pour oui. Moi, ce que j'ai vu dans ma recherche, c'est ça. Et ça, je considère que ça me permet de déduire ou d'induire que telle chose. Okay? Parce que je parlais tantôt du principe d'inférence, ça revient aussi au principe qu'on appelle l'induction. C'est un peu complexe, mais c'est 4 en dessous pour une pièce en haut. Fait que tu peux juste parler de ce que tu sais, de ce que tu as vu. Fait que tu peux pas dire, exemple, il n'existe pas une telle chose que Dieu, ou un Dieu, il n'existe pas une telle chose qu'une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui n'a pas été encore mesurée. Non. Non, t'as pas le droit. C'est divisé par zéro, ça marche pas. Tu peux juste dire, ben, je l'ai pas vu encore. Mais ce que j'ai vu, c'est ça, ça, ça. Ça, c'est un vrai scientifique. Fait que, du moment qu'un scientifique a une attitude arrogante, prétentieuse, puis que c'est tout qui c'est mieux qu'un autre, puis que c'est tout, là, juste cette attitude-là est déjà complètement infondée, puis elle n'est pas bonne. Elle est complètement déplacée. C'est pas scientifique, en tout cas. C'est autre chose. C'est probablement plus une religion puis une secte. Ouais. Fondamentaliste en plus. C'est dogmatique. Ah ouais. Fait c'est ça. Puis encore là, mettons que le scientifique a réussi à prouver la validité de son hypothèse. Fine, mais ça peut aucunement être interprété comme un constat moindrement définitif sur la nature ultime des choses. Mais simplement comme la meilleure façon, jusqu'à preuve du contraire, justement, d'expliquer un phénomène quelconque. Le meilleur exemple de ça étant, encore là, sans doute celui de l'atome. Et donc précisément de la structure même de la matière. Parce qu'encore là, même là, notamment là, est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir prétendre savoir, d'une façon même moindrement précise, assurée, définitive, ce qu'il y en est à ce niveau-là? Tu sais, je vous avais commencé à parler tantôt, là. Tu sais, oui, proton, neutron, électron, ce qu'on nous montre à l'école. Mais puis c'est pas pour tourner ça en dérision, parce que oui, on sait que ça, c'est une théorie, c'est une image, hein, une vision qui est en fait parfaitement valide, puis tout aussi démontrable et défendable. Mais de là à dire que ça... Parce qu'on peut l'utiliser pour... Ça se mesure, ça a des implications concrètes, et notamment sur le plan technique. Mais de là à dire que cette vision-là, de l'atome, là, hein, ça puisse réellement et sérieusement décrire toute la réalité dans son ensemble. Mais regarde, c'est parce que, tu sais, tantôt je m'étais juste arrêté à l'électron, pour dire qu'on des fois on le mesure, des fois on le mesure pas. Mais c'est pas rien que ça, hein? C'est que ça se redivise plus. C'est que, d'ailleurs, je le mets dans les annexes, là ils sont rendus dans les vraies particules de base, tu as des quarks, tu as d'autres choses, là, des bosons de Higgs, là, puis d'autres affaires de bosons. Mais, si on prend juste un quark, c'est quoi un quark? Déjà qu'un électron, c'est beaucoup moins concret, beaucoup moins matériel qu'on pense. Mais imagine ces autres choses-là. Fait que, on dirait qu'on parle plus de charge. Fait que, vous comprenez, là, on est bien loin du modèle de Démocrite, tu sais, au niveau, parce que toutes ces implications, ces philosophies-là, on réinvente rien, il n'y a personne qui est parti de zéro. Fait que ces débats-là, il y avait tout lieu en Grèce antique aussi. Puis, fait que Démocrite, un des premiers matérialistes, puis qui a inventé le terme d'atome, c'est quoi, ça voulait dire quoi, atome? Déjà là, c'était censé être des particules indivisibles. Puis lui, à cause de ça, il était la risée d'autres philosophes, dont je mets les thèses dans mes annexes, comme Anaxagore, exemple, qui parle du nous, là, qui est une substance justement unifiée à l'origine de l'univers, qu'on peut vraiment brocher facilement avec celle du logos et du verbe chrétien. Là. Comme je dis, je ne peux pas faire toutes les analogies, les liens et les connexions, il faut que je laisse les faire, sinon ça ne finira plus. Mais vous allez voir en regardant ce que j'ai souligné dans les annexes, là, le fil conducteur, il n'est pas si dur à trouver pareil. Mais tu sais, pour dire que les gens ils pensaient que c'est tous des petits grains de sable qui composent chaque humain ou chaque objet. Ben, comme on a pu voir jusqu'ici, dans un sens, Démocrite, c'est pas qu'il avait si tort que ça, mais il avait surtout pas si raison que ça. Déjà, c'était beaucoup plus complexe que juste un atome. Parce qu'un atome, là, ce que vous appelez un atome, on peut plus le diviser après. Bon, ça n'a pas été long qu'on le divisait en proton, neutron, électron. Puis qu'ensuite, on divise les autres encore plus. Tu comprends? Puis que plus on divise, moins ça ressemble à de la matière. Mais en même temps,
oui, il y a un aspect particulier à la matière et même à ce qui n'est pas la matière. On a vu, c'est parce que ça s'applique aussi à la lumière. Tu sais, si là, à la fin du live-là, vous allez dire, ouais, c'est vraiment compliqué, c'est plus complexe qu'on pense, parfait. Parfait. C'est déjà une très bonne conclusion, c'est déjà ça de fait dans vos têtes. Puis c'est déjà complètement différent de la vulgaire assurance hautaine des scientifiques sceptiques qui pensent qu'ils font comme s'ils savaient tout, puis qu'après ça, sur cette base-là, ils vont dire non, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce qu'avec nos petites méthodes scientifiques rudimentaires, bornées, pas évoluées, on n'est pas capable de rien mesurer. Puis on n'accepte pas de reviser ni nos méthodes, ni nos théories. Fait que quand je parlais tantôt que le doute systématique est censé je veux dire, se doubler d'une ouverture systématique, ok? Ben justement, pour te développer un peu là-dessus, tu sais, depuis quand un scientifique peut se permettre d'affirmer. Pourquoi je dis ça, là? Bon, ben, je ne comprends pas tout ce paragraphe-là, fait que je vais aller au deuxième. Fait que la véritable qualité du scientifique, est-ce que ça ne devrait pas être si vraiment, sur une base de doute systématique, d'être capable de savoir remettre en question ce qu'il ne connaît pas autant que ce qu'il connaît? Mais ça, en soi, est-ce que ça revient. La contrepartie naturelle automatique de ça, est-ce que c'est pas. Ça ne devrait pas être ou être considéré comme étant de pouvoir autoriser, d'envisager la possible vraisemblance de ce qu'on ne connaît pas encore. Ce que je désigne comme l'ouverture systématique. C'est comme les deux volets d'une même pièce. T'sais. Si tu es capable de toujours garder en tête que, ben oui, en fonction du doute systématique, il faut que je sois capable de remettre en question tout ce que je sais ou crois savoir et toute théorie qu'on m'a donnée, ça va avec, en soi, la notion d'être ouvert à une autre possibilité théorique, puis une revision de la théorie qui est considérée comme étant actuellement valide et officielle. Puis, tu sais, pour reprendre la notion de l'atome, tu sais, quand je parlais tantôt d'une sorte que la science, ça suppose un acte de foi. Ben, regardez la fameuse théorie de l'atome, puis j'ai démontré que là, c'est très bébé, c'est très boboche, c'est très primitif, très élémentaire. Même si c'est quand même partiellement valide. Mais quand on considère que la plupart des gens, et même des scientifiques, ils acceptent ça, ben oui, c'est fait avec des atomes. Ben, est-ce que ça ne revient pas à assumer que c'est ainsi? Ben oui, on accepte ça, on assume ça. Comme avant, on nous disait, ben oui, t'as le Père, t'as le Fils, le Saint-Esprit. Ben là, on dit, ben oui, t'as l'atome, t'as la Sainte Trinité, c'est le proton, l'électron, puis le neutron. Mais c'est quoi ça si c'est pas un acte de foi? On accepte de le voir comme ça. Ben oui. Comme quand, durant le COVID, c'est ben oui, il faut aplatir la courbe. Ah oui, OK, on va y aller avec ça. On accepte ce petit modèle théorique-là. Fait que la question, donc, rendu là, c'est pas de question s'il faut qu'il y ait de la foi ou pas de la foi en science, parce qu'on voit qu'il y en a, mais on peut-tu avoir une saine gestion de la foi, tu sais? Pourquoi est-ce qu'il faudrait juste de la foi qu'envers ce qu'on connaît déjà? Puis pourquoi, d'un côté, il faudrait qu'il y ait du doute juste envers ce qu'on connaît pas? Hein? Ça ne marche pas, là. Puis pourquoi notre doute comme notre confiance devrait s'avérer aussi systématique que sans appel? Parce que là, rendu là, c'est plus caractéristique des dogmes qu'autre chose. Hein? J'ai cassé la science. Ben justement, là, donc là, si on regarde les limites de la méthode scientifique, on pourrait dépenser une infinité de temps et d'argent pour valider ne serait-ce qu'une seule de mes affirmations ou d'un seul des faits qui sont présentés comme étant vrais dans du présent ouvrage, alors que moi je considère qu'il suffit de les lire pour réaliser qu'elles sont vraies, puis que c'est en fait l'évidence même. Ou autrement dit que ça tombe sous le sens. Vous remarquerez que là, je fais appel en faisant ça, oui, à votre intuition, oui, à votre ouverture, oui, à votre foi, à votre confiance, mais une confiance fondée, logique, sensée. Tu sais. Puis, tu sais, ben, j'ai mis d'autres
concepts, là, puis d'autres thèses, puis réflexions dans mon livre. Mais là, je pense que je suis fatigué, puis je n'ai assez dit. Là, j'ai quand même assez fait le tour d'après moi. Fait que, en espérant que vous aurez compris ou retenu ou quelque chose de tout ça, je sais que c'est un live complexe, puis qui vise à carrément réviser les bases même de la science, et notamment de la science en tant que religion, vu que c'est ça qui, malheureusement ou heureusement, fait office de dorénavant de religion pour nous, manifestement. Ben, tant qu'à ça, on peut-tu donner des vraies bonnes bases, puis en faire quelque chose de plus complet, complet et cohérent. C'est vrai que c'est temps que je finisse. Fait que, ceci dit, merci, partagez, youpi. Et surtout, allez lire mon livre, mais que je l'ai mis, bien sûr, puis j'avais donc commencé par le finir. Merci, bonjour.